Eh bien, bonsoir à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de la Chronique des Barbaries, donc du 6 novembre 2020. Donc, nous allons revoir le manifeste émergence, évidemment, le manifeste qu'il faut lire. Nouvelle rubrique, regard sur la semaine. Le thème principal d'aujourd'hui, chansons françaises, art et culture. Enfin, comme à l'accoutumée, nous finirons par un hommage à des victimes des barbaries. Alors, avant de commencer, nous allons regarder comme toutes les semaines. Bonsoir. Toutes les semaines, nous allons regarder ce que j'ai sélectionné comme maxime, comme pensée de Gaston Courtois. Un chef doit être né grand ou le devenir. Mais l'on n'est grand que dans la mesure où l'on est désintéressé de soi-même. Comme l'affirme Lacordaire. Tout ce qui s'est fait de grand dans le monde s'est fait au cri du devoir. Tout ce qui s'est fait de misérable s'est fait au nom de l'intérêt. Voilà donc ce qui doit guider celui qui dirige. Et bien sûr, tous les gens qui dirigent quelque chose et qui sont investis notamment dans notre rebond civilisationnel. Nous allons mesurer encore aujourd'hui une dégradation importante, une attaque de l'âme. Donc, une nouvelle rubrique, regard sur la semaine, puisque vous l'aurez remarqué, on a eu pas mal de retours là-dessus, l'émission est parfois très longue, donc on va essayer de concentrer maintenant sur un seul thème, et par quelques brèves, de donner simplement un regard, un éclairage rapide sur des événements qui se sont passés dans la semaine et qui confinent évidemment à des barbaries ou à ce qui conduit et ce qui les fait perdurer. Donc, on va certainement réussir j'espère, à réduire la taille de cette émission pour qu'elle soit le plus digeste et plus facile à regarder pour tous. C'était déjà le cas, hein. Je rappelle que cette émission, déjà, elle a été créée déjà parce que les mercredis de l'espoir était trop long et qu'il n'y avait qu'une seule émission. Déjà, on a fait 2 émissions par semaine pour essayer de caser tout ce qu'il y a à dire. Il y a tant à dire. Et tant à dire, et je pense en plus tant à dire, et avec de la matière. Malheureusement, il y a beaucoup de matière. Enfin, pour l'espoir, il y a de la matière aussi, mais là, c'est plus positif, évidemment. Donc, cette nouvelle rubrique, en bref, donc mon regard, je dirais, sur l'actualité de la semaine. Et une première chose dont nous entendons parler, évidemment, on nous rebat les oreilles avec ça, mais ce n'est pas innocent, et nous allons le voir justement dans la suite de cette émission, sur le sujet principal. Première leçon des élections américaines, malgré tout, qu'on peut tirer, d'ores et déjà, qui sont assez intéressantes. La première leçon, et la leçon importante, c'est que le vote par correspondance est un moyen de fraude massif. Et c'est pas récent, c'est connu depuis très longtemps, puisqu'en France, ce vote est prohibé depuis 1975. Parce que c'est un moyen très efficace de bourrer les urnes. Tout ce qui rend non transparent le vote, et donc non vérifiable, contrôlable immédiatement par tout un chacun, est un moyen de fraude.
et en l'occurrence massif. Donc, ceci expliquera pourquoi un P6R est radicalement opposé à tout vote électronique. Pour un sondage, pour des choses comme ça, ça prête pas à conséquence. Mais pour un vote, il faut que tout un chacun soit en mesure de pouvoir contrôler, de pouvoir vérifier par lui-même, par des moyens simples, à la disposition de tout le monde, donc des moyens physiques, des moyens mécaniques, je dirais, mécanique au sens qu'on peut toucher. C'est le seul vote dont on soit sûr. Au moins, tout le monde peut le vérifier. Le vote électronique, il n'y a plus qu'à les informaticiens. Alors là, vous en remettez complètement aux informaticiens. Vous vous rendez compte? Non. Même si on prend des précautions, il faut que ça soit vérifiable par n'importe quel citoyen. Donc, pas de vote par correspondance, pas de vote électronique. Alors, j'ai mis une adresse, une URL là-haut, parce que sur le cas précis des élections américaines, eh bien, il y a un des agents qui a été recruté par le Parti démocrate pour faire des faux bulletins de vote. Lui, il estime qu'environ 80% des bulletins de vote par correspondance sont démocrates. C'est-à-dire que sur 100 votes, comme par hasard, ceux par correspondance sont, dans 80% des cas, ils sont démocrates. Un peu bizarre, non? C'est une pantalonnade totale, quoi. Bref. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave parce que le système est réellement prêt à tout. Puisque là, vous voyez par exemple, donc c'est le président des États-Unis, on le voit donc président en titre, donc qui lui dit bah, attendez, on est en train de fausser complètement les élections. Mais il faut bien se rendre compte qu'il a été interrompu dans son discours, le chef de l'État, sur presque toutes les chaînes de télévision, pendant qu'il était en train de dire ça, pour pas que les gens entendent ce qu'il disait. Le président en exercice des États-Unis. C'est-à-dire que le système est absolument prêt à tout pour reprendre le pouvoir et se maintenir au pouvoir. Alors qu'on me dit que les démocrates sont des gens de gauche, etc., mais ça n'a aucun sens. On est loin de la droite et de la gauche, là. On est dans un système oligarchique qui se maintient au pouvoir. Les gens de gauche qui se disent « Ah oui, ils sont mieux les démocrates, etc. » mais ils ne sont pas mieux. On va le voir d'ailleurs dans cette émission à une autre occasion. Donc, ça veut dire que pour nous, sachant que ce système est prêt à tout, comme ça, même de façon publique, de façon éhontée, je dirais, quoi. Vous imaginez, on coupe Macron en France sur une chaîne de télévision. C'est hallucinant. Le journaliste, toi t'es président, t'es élu, mais on s'en fout. Vous vous rendez compte dans quel état on est là? Hallucinant. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à différents scénarios. Ça fait partie des actions qui avaient été identifiées, si vous regardez la vidéo action sur le site, ça fait partie justement des actions qui sont prévues, pour lesquelles un chargé de mission sera chargé justement de constituer une équipe et d'étudier les différents scénarios justement où on pourrait nous mettre des bâtons dans les roues et ce genre de choses. Donc ça c'est très important d'être préparé à ça et de savoir qu'ils sont prêts à tout. Enfin, un côté pseudo-comique, je dirais, parce que vous savez, les révolutions colorées, révolution orange en Ukraine, en Géorgie, je crois aussi, voilà, en ce moment c'est en Biélorussie, qui sont orchestrées par la CIA et financées par la CIA par derrière, ou en Syrie, ou une partie des révolutions arabes aussi, du printemps arabe. Voilà, on se retrouve, c'est vraiment l'arroseur arrosé, quoi. Toutefois, ces exemples ne sont pas anodins. Puisque ça, quand on fait ce genre de choses, qu'on conteste des élections, mais on peut prendre le cas également en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où là, c'était pas coloré, mais ça revient au même. Où est-ce que Laurent Gbagbo a été arrêté, démis de ses fonctions, etc., traduit et mis au tribunal international de La Haye. Et au bout de 10 ans,
pour donner un non-lieu. 10 ans. Sauf que du coup, la Côte d'Ivoire a été complètement transformée. Maintenant, c'est Alassane Ouattara qui veut pas... Là, lui, il veut pas s'en aller. Enfin bon, vous voyez les trucs. Terrible. Voilà le résultat, parce que le résultat, c'est des guerres civiles derrière. C'est des combats, c'est des choses comme ça. C'est ce qui risque de se produire aux États-Unis. Ça montre bien que là, au cœur de l'Empire, je veux dire, si on en est là au cœur de l'Empire, c'est vraiment que le ver est vraiment dans le fruit et nous plongeons dans la barbarie. Et nous allons voir justement pourquoi et quels sont les ressorts culturels justement qui amènent aussi à ça. Et quelles conséquences, la trajectoire, le monde vers lequel ça amène. Deuxième brève, le Covid-19 évidemment, vers la submersion, on peut vraiment le craindre. Hein. On est vraiment là dans une situation, j'ai déjà montré la semaine dernière, mais là on est vraiment dans une situation où le néolibéralisme est totalement incapable de gérer cette épidémie. Regardez, en orange, c'est la courbe des cas des diagnostiqués. Regardez la courbe au mois de mars-avril. Vous avez vu par rapport à maintenant? Mais le nombre de cas, il est juste multiplié. Là, j'ai même du mal à voir l'échelle, mais c'est presque multiplié par 10. Et puis ça monte de façon exponentielle. Donc là, comme on avait réussi à améliorer la prise en charge de la maladie, on a réussi à retarder les décès, parce que la courbe blanche, c'est les décès, et bien là, on voit que ça y est, la courbe des décès est partie. Elle part également en exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la semaine dernière, on était à 1818 morts de mémoire sur les 7 derniers jours. Cette semaine, on est passé à 3030 morts sur les 7 derniers jours. 3030 morts. Et on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur. Hein. On a presque fait x2. Et c'est pas fini. Nous sommes face à une submersion. Alors par pitié, n'écoutez pas tous ces irresponsables, tous ces gens qui disent tout et n'importe quoi. Vraiment, n'écoutez pas. Là, croyez-moi, c'est sérieux, là. C'est des questions de vie ou de mort, ou de séquelles. Parce qu'il y a des gens, on ne meurt pas forcément, mais il y a des séquelles importantes. Arrêtons d'écouter des gourous, des je ne sais quoi, plus ou moins autoproclamés. Là, je voyais un médecin anesthésiste, etc., qui donnait des leçons d'épidémiologie, qui racontait n'importe quoi sur la Suède et tout. Écoutez pas ces gens-là. Écoutez pas ces gens-là. C'est sérieux. Les courbes le montrent. Alors, autre leçon qu'on peut tirer de ça, malgré tout, une leçon intéressante, c'est Macron nous a dit nous sommes en guerre. Bon. Mais si nous sommes en guerre, nous devons prendre des mesures du même ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est en guerre? On fait des réserves, on construit des appareils, etc. On forme des gens, on crée des bataillons, on essaye de maximiser les ressources que l'on met justement au cas où, justement, pour prévoir le pire et pour l'anticiper. Bien non. On aurait pu, je ne dis pas qu'il pouvait par exemple multiplier par 10 le nombre de lits de réanimation ou de lits d'hôpitaux, puisqu'ils les ont tellement descendus depuis tant d'années que, évidemment, on ne peut pas remonter la pente en 6 mois, ça c'est clair. Mais si on ne pouvait pas les multiplier par 10, on pouvait au moins les multiplier par 2. Ça c'était faisable depuis le mois de mars. Ben non, on n'a pas fait. On est resté sur une politique néolibérale, sur ces dogmes, où il faut désengager l'État, il ne faut plus de services publics, il faut tout démolir, tout ce qui est institution collective. Et donc là, quand il se retrouve un peu dans la merde, là, il se rappelle qu'il y a des institutions collectives, et qu'il faut des services publics, et que la collectivité, que l'homme n'est pas qu'un individu, c'est aussi un membre d'une collectivité. Alors,
Jacques Sapir en a mieux parlé que je ne suis en train de le faire, donc je vous invite à regarder l'URL de cette vidéo. Il explique très bien ça justement sur cette notion d'économie de guerre. Peut-être on y reviendra dans une émission ultérieure évidemment. Dernière brève, toujours dans le même domaine sanitaire, je dirais, sur le monde d'après. Parce qu'on nous dit qu'il va y avoir un monde d'après. Et le monde d'après, regardez, ça c'est un tract de la CGT Chimie. Hein, qu'est-ce qu'on apprend dans une session du comité économique et social de Sanofi, où sont présents les syndicats représentatifs, qui ont des élus dans ces instances. Eh bien, ils sont en train de mettre en place un plan Pluton, là, un projet Pluton, qui va aboutir à quoi? Que Sanofi ne fabrique plus de principes actifs de médicaments en France, en 2024. Ils ressemblent vachement au monde d'avant, le monde d'après. Ils sont toujours dans leur logique de profit maximal, de mondialisation, de toute marchandisation. Ça, le monde d'après. Mais le monde d'après, pour eux, il n'y a pas de monde d'après, on continue pareil. En 2008, ils se sont effondrés de façon systémique et avec des banques qui étaient en faillite, à tel point qu'il y a des banques qui ont contacté la Banque Postale parce que c'était une des rares banques en Europe, parce que justement ils avaient une gestion, je dirais, traditionnelle, et ils ne faisaient pas d'ingénierie financière, qui avait des réserves, justement. Et donc ils ont été voir la Banque Postale et d'autres institutions financières, y compris de pays étrangers, pour leur dire, vous ne pouvez pas nous prêter un peu d'argent parce qu'on est un petit peu dans le caca. Et malgré ça, quelles ont été les mesures qui ont été imposées à la Grèce? Eh bien des mesures néolibérales. Ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on continue quand même dans la même direction. Et bien voilà, là c'est la même chose. Dans un autre domaine, mais c'est la même chose. Ce sont des idéologues complètement aveuglés. Le réel n'a pas eu lieu. Hein. Je me rappelle ce titre d'un ouvrage de Michel Onfray, je vous le recommande, c'est un petit ouvrage, il s'applique tellement. Mais bon, il y a des intérêts derrière, hein. Et encore. Parfois, vous savez, quand on voit par exemple sur l'acier qu'ils ont détruit toute la sidérurgie française au XXe siècle, et qu'on se retrouve maintenant, on ne sait plus produire d'acier en France, je ne suis pas sûr que même leurs propres intérêts ils soient vraiment en mesure de les défendre. Bon, on peut reprendre l'exemple d'Alcatel aussi, où il voulait faire, lui, une industrie sans usine. Super intelligent, le mec. Touche toujours du fric, lui, hein. Bref. Bon, c'est une brève, je vais m'arrêter là et on va passer au sujet suivant. Émergence, donc je vous rappelle, le manifeste, réorienter la démocratie, échapper à la barbarie, ouvrir un avenir, un vrai avenir où on pourrait durablement vivre mieux, parce que c'est ça la question, et dans une société plus démocratique, sans nier la réalité du monde. Et voilà, c'est le livre qui ouvre la porte et qui permet de comprendre. Livre 30 pages, facile à lire, 3 €, ça correspond au coût de production et au coût, et voilà, et puis il y a le coût d'envoi en plus. Donc commandez-le, faites-le, partagez autour de vous, envoyez un mail à cette adresse par exemple. Vous pouvez aussi le diffuser autour de vous, parce que c'est important si on veut changer la donne. 2022, c'est la dernière échéance. Moi, je pense vraiment que c'est la dernière échéance pour pouvoir s'en sortir sans trop de casse. Donc, s'il y a un moment pour se mobiliser, il faut que les citoyens français se mobilisent réellement sur quelque chose qui peut fonctionner. Parce qu'on voit bien que les solutions actuelles nous mènent qu'à un blocage politique et une reconduite perpétuelle des mêmes gouvernants néolibéraux depuis des décennies et des décennies. C'est-à-dire qu'il est temps de changer et de bousculer les choses et de renverser la table. C'est ce qu'on propose. Vous pouvez le faire dans les lieux de diffusion de livres. C'est pour ça que c'est important de commander la version papier, parce que tout le monde n'est pas sur Internet, tout le monde ne peut pas consulter Internet. Donc,
par mail, comme je le disais tout à l'heure déjà, ou par courrier avec un règlement, vous avez tout le tarif, etc. sur le site internet, à cette adresse internet, où vous pouvez également lire le manifeste dans sa version électronique, qui est disponible également. Mais l'idée, c'est pas simplement, le lire sur la version électronique, c'est très bien, mais l'idée, c'est de le diffuser également, et que ça devienne un outil de discussion, un outil de propagation, et pour changer le système. Parce que c'est de ça dont il est question. Sans votre participation, sans votre engagement, rien ne sera possible. Rien. Il faut sortir justement de la logique de consommateur dans laquelle on nous a enfermés depuis tant d'années et redevenir des citoyens. Alors, chanson française, art et culture, donc c'est le sujet principal d'aujourd'hui. J'espère que... voilà, j'ai déjà passé 20 minutes et on n'a pas encore commencé le sujet principal. Bon, j'espère qu'on va quand même réussir à pas être trop long au final. Donc, chanson française, art et culture. Eh bien, justement, dans Émergence, j'en parle de ça. C'est un des exemples que je prends dans Émergence. Donc, à la page 19, je cite justement le... Bon, on va peut-être pas avoir grand-chose. Hein. Bon, enfin, vous verrez dans Émergence, page 19. Donc, justement, je prends cet exemple-là. Et je prends l'exemple du sondage des titres que j'ai opéré sur FIP, France Inter Paris, sur une période de 3 heures. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 72% des titres, 72% des titres, les 3/4 quasiment, sont en anglais et essentiellement de l'anglais américain. Sur une chaîne de service public. 16% en français. Et les autres pays, 12%. Une chaîne qui est censée être une radio qui est censée être l'expression du bon goût à la française. Vous vous rendez compte? Les 3/4 des titres sont en anglais américain. Hallucinant. Et c'est que le début de cet inventaire. Alors, j'ai pris une autre chaîne, on va dire, bon voilà, c'est une chaîne de service public un peu particulière, qui était censée être orientée jazz, etc. Ce qui est vrai sur une partie, mais ce qui est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Prenons Chéri FM, par exemple. J'ai fait un sondage sur la journée du 2 novembre. Eh bien, anglais, 62%. Français, 1/3. Et les autres, c'est vraiment la portion congrue pour les chansons en italien, en espagnol, en toute langue qu'on puisse imaginer. Hein, eh bien, 4%. Il doit y avoir un titre, quoi. Ça veut dire ça, quoi. Vous vous rendez compte? Vous voyez, j'ai fait un petit camembert, là, on voit la proportion de l'anglais sur une radio grand public de chansons. Mais enfin, on est en France, là. Dans quel pays on diffuse majoritairement, mais de façon écrasante, des chansons dans une autre langue, sinon dans un pays colonisé? Sauf que les colonies, normalement, ils se révoltent. Hein. Il est temps de le faire. Alors, sachant qu'en plus, il y a une régulation quand même, hein, j'ai mis l'URL justement, normalement, les quotas de chansons à la radio, il y a des quotas, mais il y a pas mal de dérogations aussi. Hein. Donc, ça doit être dans cette truc-là, et FIP doit être encore plus dans cette situation. Mais il n'y a pas que la chanson française qui est en jeu, c'est la culture en général. Prenons la télévision. Bon, j'ai fait pareil le même jour, TNT, le programme de la soirée. Programme américain, 50%, la moitié. Donc la moitié de ce qu'on diffuse en France, c'est des programmes américains, des séries, etc., etc. L'autre, alors 43%, c'est français, et autres, 7%. Donc on est minoritaire dans la diffusion de programmes sur la TNT, sur nos chaînes. Et le reste vient d'un seul pays, je remarque, hein, les USA.
Un peu quand même, bizarre, non? Mais il y a aussi, on peut citer le cinéma. Ou est-ce que c'est quasiment que des films américains? Bon, le niveau du cinéma français aussi est pas forcément très intéressant, mais bon, il n'y a pas que le cinéma américain quand même. Il y a aussi la nourriture, donc qu'on peut citer. Ça va avec, comprenez? Parce qu'avec cette culture américaine qu'on vend et qu'on bourre dans la tête de la jeunesse et au biberon, eh bien, il y a la nourriture aussi, ça va avec, et du coup, on réclame toujours cette nourriture, où on met certainement des produits aussi pour bien rendre addict. Alors, on notera cependant une première exception. Là, je pense que c'est un peu plus difficile pour eux, parce que les gens, ils peuvent écouter une chanson française, ils ont fini par s'habituer à ne pas comprendre ce qu'on leur disait. Hein. On pourrait les traiter de tous les noms, ils s'en rendraient pas compte, puisque c'est en anglais. Même si vous parlez l'anglais, écouter une chanson en anglais et comprendre les paroles, il faut déjà avoir un très bon niveau. Même en français, faites l'expérience, il y a plein de chansons en français, même en l'écoutant, vous ne comprenez pas forcément toutes les paroles. Alors, voilà. Donc ils peuvent vous dire ce que vous voulez. Donc l'exception, c'est les livres. Donc les livres, les 3/4 sont quand même d'origine française. Donc bon, c'est un secteur qui pour l'instant est assez préservé. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et il y a une exception, une deuxième exception notable, c'est celle du rap. Dans le rap, il y a aussi beaucoup de jeunes, de notre jeunesse française, vivant en France, jeunes français qui chantent des chansons de rap en français. C'est la langue qu'ils connaissent. Et ça, c'est un vrai espoir, quand même. Puisque si on arrive à les faire adhérer à cet espoir que j'appelle de mes voeux, et tout est là, la jeunesse doit aussi s'emparer de cet espoir. Cette nouvelle république que nous voulons construire, il faut associer cette jeunesse. Aujourd'hui, le rap, il est dans la révolte, dans l'insulte, dans toutes ces choses-là, parce qu'il n'arrive pas à trouver une perspective, un espoir, justement. Mais peut-être qu'on pourra arriver, justement, parce qu'eux, ils sont de culture française, ils restent français, ils parlent français. Contrairement à nos élites, justement, qui nous bourrent avec tous ces trucs étrangers. Personnellement, moi, je ne suis pas très fan de rap, mais c'est un constat et c'est intéressant. Je pense qu'on peut construire, il faut réussir à faire converger le peuple français, à refaire peuple, et en refaisant peuple, eh bien on verra peut-être que ce rap, qui aujourd'hui est peut-être parfois pas toujours très sympathique, mais il y a des raisons à ça, hein, on pourra en reparler, eh bien peut-être que demain, on va pouvoir faire un creuset, le nouveau creuset français dont je parle. Ça, c'est un espoir, parce qu'ils ont au moins la langue française à cœur. Alors, est-ce que c'est un hasard? On pourrait dire oui, c'est un hasard, parce que il y a beaucoup de séries américaines, parce qu'ils produisent, etc. Ça, c'est sûr, ils produisent beaucoup, mais quand même, quand il y a des chiffres qui sont trop systématiques comme ça ne peut pas être un hasard. Quand ils viennent tous des USA, ça ne peut pas être un hasard non plus. Quasiment tous originaires des USA. Et parce que il y a d'autres endroits où on produit des chansons, des films, des téléfilms, etc. Il y a la francophonie, déjà pour commencer. Au Québec, par exemple, on produit des films. Mais au Québec, voilà, c'est une petite entité. Puis en Afrique aussi, en Afrique francophone, il y a beaucoup de gens qui font aussi des films et des séries et tout ça. Pourquoi on ne les diffuserait pas? Ce serait peut-être aussi un moyen de faire démarrer. On parle souvent d'aider l'Afrique, etc. Ben ça serait un moyen très simple. Et qui nous décoloniserait en plus. Un exemple. Mais on parle de l'Europe. Il n'y a quasiment rien comme séries européennes qui sont. Vous connaissez beaucoup de séries italiennes, de séries ou de chansons italiennes, chansons espagnoles, un peu de portugaises. Pas beaucoup, hein.
Puis les séries, on n'en parle pas. Alors on dit qu'on veut construire l'Europe, mais c'est du pipeau intégral. Dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Et puis plus largement, il y a le monde latin. Nous faisons partie, quand je parle de l'Espagne et du Portugal, c'est pas l'Espagne, c'est très large, il y a toute l'Amérique latine. C'est énorme comme sphère, linguistique, avec une langue et une culture latine qui en partie s'interpénètrent, évidemment. Donc c'est par proximité. Puis après, il y a tous les autres, évidemment. Hein. Il y a les cultures arabes, notamment, évidemment, qui sont proches. Mais il y a aussi l'indo-chinoise, ou des gens qui viennent de Chine, etc. Il y a plein d'autres influences, et d'autres... ou le Brésil, par exemple. Il y a plein d'endroits où on produit des séries, on produit des films, on produit des chansons. Pourquoi c'est toujours l'Amérique du Nord? Enfin, même pas l'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique. Point. Je sais pas, du bourrage de crâne. Et c'est là qu'on voit que le mondialisme et l'internationalisme, c'est pas la même chose. Le mondialisme, c'est tout le monde pareil. On vous parle de diversité, c'est pas vrai. C'est tout le monde, la même culture, les mêmes trucs, Marvel, machin, etc. Et le même apprentissement. L'internationalisme, c'est très différent. Ça veut dire qu'il y a des nations qui échangent entre elles et qui peuvent collaborer ou s'affronter ou être concurrentes dans certains cas, faire des projets ensemble. Voilà. Mais chacun garde son identité, garde ses particularités. Ça commence par la langue. Voilà la différence entre le mondialisme et l'internationalisme, que beaucoup de gens à gauche, quand je parlais des islamo-gauchistes et des néo-fascistes, bien voilà, méditez ça. Ne vous mettez pas avec les mondialistes, soyez internationalistes. Là, vous serez humain. Parce que l'humanité, on ne va pas se mettre à parler tous la même langue, quand même. On ne va pas tous avoir la même culture. C'est un monde affreux de faire ça. C'est ça que vous voulez? C'est vraiment ça que vous souhaitez? Arrêtez de vous faire bourrer le mot. Et pourtant, et notre culture dans les chansons françaises, où sont les chansons françaises? Voilà, on voit qu'il n'y en a pas. Pourtant, il y en a des chanteurs français. Là, par exemple, j'ai mis en médaillon un chanteur français, mais c'est un que j'ai mis comme ça, que j'ai découvert. Il y a son site là-haut. J'ai mis donc c'est Phil Paris, qui est un chanteur tout à fait talentueux, qui fait des reprises et qui a aussi des titres originaux. Mais c'est un exemple parmi 1000. Je pourrais vous citer, dans la région, il y avait l'affaire Capucine, ou des choses comme ça. Mais même des choses françaises, où ils chantaient en anglais. Je pense à un groupe qui s'appelait Crushkin, qui faisait du rock, qui était de très grande qualité, qui a gagné des tremplins, etc., parce que justement, il était de qualité. Il n'a jamais été diffusé, il n'a jamais été promu. Il y a aussi une clique dans la culture en général française et notamment dans les radios. Il y a une clique qui verrouille absolument tout. Donc, les chansons françaises, voilà, il n'y en a plus. Puis quand il y en a, c'est des chansons anciennes en plus. On prend quasiment pas des chansons récentes. Il y en a très peu, si on regarde bien par rapport, comparé. On est sans arrêt à recycler des chansons du passé. C'est bien d'avoir des chansons du passé, mais voilà, il faut des chansons anciennes. Mais voilà, il faut tout. Il faut des anciennes, des plus récentes, etc. Et surtout de la qualité. Où laissons passer les chansons de qualité? Même des chansons de variété de qualité. Elles sont où? Les chansons tristes. Alors là, c'est disparu complètement du paysage. Ou les chansons poétiques, celles de Pierre Perret. Des poètes, il y en a. Ils n'ont pas disparu. Mais on ne leur donne pas voix au chapitre. Et puis je pourrais parler aussi des chansons paillardes. Vous voyez, un exemple, c'était René Lataupe, qui a été un succès extraordinaire contre le système, justement. Parce que les gens, ils en avaient marre. Et le succès de René Lataupe, c'était une révolte contre
justement les musiques qu'on voulait nous imposer et les musiques non populaires, mais qu'on nous imposait par du bourrage de crâne. Ben, René Lataupe, c'est l'anti, c'est pour ça que moi je suis pour René Lataupe, hein, parce que c'est une chanson populaire, c'est une chanson anti-système. Comme je disais, il existe des chanteurs français de qualité, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis évidemment, là on parle de la chanson. C'est important la chanson parce que c'est ce qui nous accompagne au quotidien. Mais il y a des artistes, je suis certain qu'il y a des artistes dans tous les domaines qui sont de même acabit et qui sont de qualité. Mais la qualité, ça n'intéresse pas. Parce que qu'est-ce qu'on promeut? On fait la promotion de quoi? Quelle est l'hégémonie culturelle qui est en train de se mettre en place? C'est la promotion de la vulgarité, de la violence, d'une société policière, ou soit vous êtes dans ça, ou vous remarquez que les séries américaines, c'est que des séries policières. Avec que des policiers dans le droit fil, si vous voulez, quoi. On est loin de Colombo, par exemple, qui était un policier, mais qui était quand même, je dirais, un policier un peu spécial. Vous voyez? Ou la pornographie, carrément. Enfin, vous regardez les clips, ils sont juste pornographiques, quoi. Voilà ce qui est promu. On promeut, comme je le disais dans une autre émission, on promeut les transgressions. Hein, parce que les gens, comme ça, pour leur faire croire qu'ils vont se libérer de cette façon-là. Alors qu'en fait, ils sont juste en train de se mettre dans une autre prison. Mais avec toutes ces valeurs, vulgarité, violence, séries policières, pornographie, et j'en oublie certainement, quel monde veut-on construire? Vous croyez qu'on peut être heureux? Vous croyez que celui qui est là, qui est en dessin, vous croyez qu'il est équilibré? Vous croyez qu'il peut être heureux s'il est sans cesse avec ce genre de culture qu'on lui bourre la tête avec? La question est dans la réponse. La réponse est dans la question, pardon. Mais je vais plus loin. Moi je dis cette destruction culturelle, elle est volontaire. Et j'en veux deux exemples, deux illustrations, deux preuves. Parce qu'on décrédibilise, on moque la culture française dans nos élites. Prenez des chaînes comme Canal+, où, mais c'est vraiment l'archétype Canal+, mais c'est vrai sur toutes les chaînes, quasiment. Où on décrédibilise, où on moque les Français. L'archétype, c'est ce qu'on traitait des gens de notre peuple de beaufs, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Ou c'est français, c'est pourri, etc. On a mis ça dans la tête de plein de gens, et de la jeunesse en particulier. Voilà. On détruit notre culture par les élites, justement. Et puis, ils sont vendus à l'hégémonie américaine. On l'a illustré dans ces sondages, hein, dans ces pourcentages qu'on a donnés. Mais c'est même légalisé avec le TAFTA, conclu en 2014-2015, entre les États-Unis et l'Europe. C'est ce que, vous savez, il vous parle souvent du soft power, vous avez certainement entendu parler de cette expression, soft power. Mais dans power, il y a soft, donc là c'est la culture, donc vous ne savez pas qu'on vous tape avec un marteau, on vous tape avec de la musique ou avec des séries à longueur de journée et à longueur d'année, et à longueur de temps. Mais c'est power, puissance. Voilà. Et ils sont ceux qui ont signé le TAFTA, eh bien voilà ce que c'est. Voilà ce que ça veut dire. C'est une imposition de l'hégémonie, de la colonisation, des satellites. Bah, c'est l'illustration dont je parlais tout à l'heure, justement. Oui, un autre modèle est possible, pour autant. On parlait tout à l'heure, ni de l'internationalisme par rapport au mondialisme. Le protectionnisme n'est pas une bonne solution, parce que ça crée
un manque d'échange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y recourir en partie, mais ça crée un manque d'échange et quand on reste enfermé sur soi, on ne peut rien produire d'évolutif. Hein. On reste souvent sans bouger. Donc c'est pas bon. Mais on voit bien que le libre-échangisme, c'est pas bon non plus, puisque des grosses puissances et des séries américaines, par exemple, qui vont être amorties dans 50 pays, il est évident qu'une production française qui va être amortie en France et dans quelques pays francophones, et encore pour la culture française, parce que ça, je ne vous parle pas des autres cultures, hein. Là on est en France, on parle de la France, mais voilà, c'est encore pire pour les autres cultures, qui sont écrabouillées littéralement. Le libre-échangiste, c'est la loi du plus fort. C'est ça que ça veut dire. C'est rien d'autre, le libre-échangiste. Je suis le plus fort, moi je vais pouvoir imposer mon produit parce que je produis en masse. Soft power. Voilà le personnage qu'on nous présente toujours comme un type vachement bien. Voilà ce que c'est. Il y a d'autres modèles, c'est la promotion et les échanges culturels. Les promotions et les échanges culturels, je pourrais citer un exemple, c'est les villes jumelées par exemple, où il y avait des échanges culturels entre des pays, des villages allemands et des villages français, ou des villes françaises et des villes allemandes, espagnoles, etc., italiennes ou plus loin. Voilà, c'est ça qu'on peut promouvoir également, des échanges culturels. Un autre modèle est clairement possible. Et là où ça devient grave, c'est qu'il faut bien rendre compte, c'est qu'une nation, ça se bâtit sur une culture commune. Sur la langue, déjà, ce qui est l'élément culturel très structurant, parce que ça structure l'esprit. Une langue structure forcément l'esprit et la façon de penser. Et puis c'est ce qu'on échange, la culture, les références qu'on a ensemble, etc. Si on crée un autre référentiel, et pire, d'autres référentiels au pluriel, mais comment est-ce qu'on va construire une nation commune? Et c'est ce dont aussi souffrent actuellement les États-Unis, où ils sont d'Amérique, où ils sont au bord de la guerre civile, parce qu'ils ont perdu aussi cette culture commune entre ceux qui sont gavés de séries X, Y, Z, qui viennent de telle origine, de telle communauté, etc. Vous ne faites plus nation. Et si vous ne faites plus nation, et c'est pour ça que c'est très très grave, cette question de culture, elle est cruciale, elle est centrale. Et ça veut dire que si on détruit cela, ça veut dire qu'on va se retrouver dans la situation de nombre de pays africains, justement où je parlais de la France, la francophonie encore, on a ce qu'on appelle une sphère d'influence, donc c'est pas parmi les plus petits. Mais en Afrique, avec le colonialisme, le mélange des populations, il faut savoir que nous, on parle des migrants en France, et il y a des migrants, mais il faut savoir que l'essentiel des migrations sont sud-sud, c'est-à-dire entre pays d'Afrique à Afrique, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée, donc avec des langues différentes, et donc ça crée des endroits où il y a plein de gens qui ne partagent pas la même culture. Ils ne peuvent pas faire nation. Ce qui s'est passé un peu en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le tribalisme qui ressurgit, les clans qui se mettent en place, le communautarisme de toute nature, mais en particulier religieux, les gangs, les mafias. Voilà, et c'est la situation qui se passe malheureusement dans nombre de pays africains. Et, moi je vous le dis, je vous l'annonce, dans la foulée de ce qu'annonçait Robert Kaplan, il y a déjà maintenant de nombreuses années, même plusieurs décennies, c'est ce qui est en train de se passer, et on peut le vérifier puisque son livre est suffisamment ancien pour montrer que ses prévisions sont en train de se réaliser, c'est notre avenir si on laisse faire. Si on laisse la culture, notre culture, se déliter comme ça, et qu'on ne la reprend pas en main, c'est ce qui va se passer. Le tribalisme, les clans, le communautarisme, les gangs, les mafias. C'est ça qui va prendre le pouvoir. Enfin, le pouvoir. Non, parce que ça sera des pouvoirs locaux, avec des baronnies, etc., qui se feront la guerre en permanence. Un bon exemple aussi, c'est sans doute le Mexique.
Et encore, le Mexique, il n'y a pas de communautarisme religieux. Il y a essentiellement des gangs et des mafias. Voilà ce qui nous pend au nez si on continue de laisser détruire la culture qui fait que nous puissions faire peuple, que nous puissions faire nation. C'est un enjeu crucial. Crucial. Alors, d'autres références à ce sujet-là, on arrive vers la fin de cette émission. D'autres références, alors, donc vous pouvez voir La Nation, une construction politique et culturelle, donc d'Anne-Marie Thiès. Donc là j'ai mis l'URL. Alors ça va vous donner déjà un positionnement. Bon, c'est quelqu'un qui est pas forcément, qui partage pas forcément les idées que je défendrai ici, mais ça va vous donner quand même un éclairage et une bonne appréciation globale justement de comment ça se construit une nation et les aspects politiques et culturels dans la construction de la nation. Une autre référence qui, là pour le coup, je trouve que j'aime particulièrement, bah, c'est Idées de nation de Simone Manon. Donc là c'est pareil, j'ai mis l'URL. Ce sont deux articles relativement courts. Ah oui, alors sur la partie précédente, je n'ai pas cité non plus d'autres références. Alors je vais les montrer sur la page précédente, que vous pourrez aller voir. Donc vous avez ceci notamment. Donc ça c'était une URL qui était sur la page précédente. Donc Near and Present Anarchy, la présente et la proche anarchie. Hein. Donc ça c'est un article tout à fait récent, hein, donc, sur ce qui se passe aux États-Unis particulièrement. Hein. Voilà, avec la défaillance des États. Donc ben, voilà, c'est les idées de nation de Simone Manon. Donc que je vous conseille tout particulièrement. Et l'autre référence, donc La Nation, une construction politique et culturelle. Alors après, si vous voulez aller plus loin, bon après voilà, après ce sera à vous de faire le tri, y compris dans l'enracinement. Il y a notamment un chapitre déracinement et nation, écrit au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc c'est particulièrement intéressant à ce point de vue, donc de Simone Weil. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que là on a parlé de ces éléments-là, de peuple, de nation, etc. Mais perdre sa culture, c'est plus que ça encore. Parce que, vous savez, nous sommes deux faces d'une même pièce. Nous sommes des individus et des citoyens. Là, on a parlé, et nous avons parlé surtout de l'aspect collectif, de l'aspect culture, donc partagé, et qui se concrétise dans une nation. Mais perdre sa culture, ce n'est pas seulement ça. Perdre sa culture, c'est aussi se perdre soi-même. Et ça, c'est très important parce que la dimension sociale, ce n'est pas tout. Cela affecte aussi les personnes, cette déculturation, cet écrasement de sa nation d'origine, sa culture d'origine. C'est le cas, beaucoup d'émigrés souffrent de ça d'ailleurs. Hein. C'est fréquent chez les immigrés parce qu'ils ont une double culture, ils ont une culture d'origine et voilà. Et ça s'est renforcé par les transgressions. Et donc, justement, dans l'idée de raccourcir cette chronique des barbaries, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Donc on fera une deuxième émission sur chansons françaises, art et culture, la semaine prochaine, et je vais prendre le détail, et on va analyser en détail le livre de Gérard Depardieu, qui est le plus grand acteur français vivant, au moins, mais c'est vraiment un monument quand même, je pense. Donc une référence culturelle. Et il explique dans son livre, et on va décortiquer son livre, et on va voir de quoi cet homme souffre, justement. On va voir qu'il souffre de ça. Il a fait 30 ans de psychanalyse qui lui ont visiblement pas donné grand-chose.
Et dans son livre, on le voit bien. C'est un livre qui se lit rapidement. Hein. Je vous encourage à l'acheter d'ici la semaine prochaine et à le lire. Et on l'analysera ensemble et on verra en quoi cette négation de la culture et la culture des transgressions issues de mai 68, qui est sa génération, l'ont amené là où il est aujourd'hui, dans le mal-être dans lequel il est. Son livre « Ailleurs », une fuite permanente, en est une illustration. Un homme déchiré. Voilà. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce cœur, cette présentation principale. Comme à l'accoutumée, nous allons rendre hommage maintenant, si vous voulez bien, à des victimes des barbaries. Le 2 novembre, à Vienne, en Autriche, Kustim Fejulai, 20 ans, perpètre une tuerie au fusil d'assaut qui a fait 4 morts et 23 blessés, dont 7 dans un état grave. L'assaillant, autrichien d'origine nord-macédonienne, était connu des autorités autrichiennes pour avoir cherché, il y a 2 ans, à rejoindre la Syrie. Il avait été intégré dans un programme de déradicalisation, lors duquel il a trompé les personnes en charge de son suivi. Cette erreur a coûté la vie à 4 personnes. Voilà, nous arrivons cette fois-ci au terme de l'émission au complet. Passez à l'initiative, commandez Émergence, inscrivez-vous sur le site Impécicère. Mercredi prochain, nous allons, dans les mercredis de l'espoir, parler de changer le système. Nous allons regarder le pouvoir du peuple, ce que ça veut dire, et comment nous proposons une perspective de la 6e République, de le mettre dans la Constitution pour, de façon réaliste, mais efficace, mais réellement forte, pour justement que le peuple, le pouvoir du peuple puisse s'exprimer. Je vous souhaite un bon week-end, faites attention à vous, hein, l'épidémie décolle vraiment de façon considérable, faites attention à vous, à la semaine prochaine. Au revoir.